Salut tout le monde, on est reparti pour le traitement hormonal et cette seconde partie. Dans cette vidéo, étant donné que je n'en ai pas parlé dans la précédente, je vais revenir sur les buts du traitement, la durée du traitement et un peu les effets aussi sur le plus ou moins long terme. Pour revenir à ce que je disais lors de ma dernière vidéo à propos de la progestérone, car je n'ai pas fini le sujet, j'ai juste démarré, je n'en ai pas de prescrite. Le CHUV a décidé qu'elle n'était pas assez sûre en fait et on n'a pas d'études approfondies. En fait, on n'a pas du tout d'études vraiment qui déterminent à quel point la progestérone c'est négatif ou positif pour le corps. Et si vous vous souvenez bien, lors de ma précédente vidéo, je parlais du traitement hormonal et j'expliquais que en fait on allait prescrire des choses qui aurait plus de positif que de négatif sur le corps humain. La progestérone fait partie de ces choses dont on ne sait pas les répercussions à long terme en fait sur le corps humain. On sait que la progestérone elle peut pas être prescrite seule, que c'est que pour du court terme. Court terme, il faut entendre maximum 1 année de traitement. Au-delà, en principe, il faut faire forcément une pause, mais même comme ça, en fait, on n'a pas assez de recul et pas assez d'études qui prouvent que c'est vraiment plus bénéfique que néfaste pour le corps. Le CHUV applique cette façon de faire, ce qui fait que moi je n'ai pas de progestérone, je n'ai que des œstrogènes. Ça me suffit, même si c'est vrai que quand je vois les personnes qui prennent de la progestérone, je suis là, oh my god, cette poitrine. Mais bon, ma foi voilà, ça prend un petit peu plus de temps chez moi. Et de toute façon, progestérone ou pas, je suppose que de toute façon je referai faire ma poitrine. Voilà. Donc ça ne change finalement pas grand chose. Un autre traitement qui pose un petit peu des problèmes et qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, surtout en France, c'est l'androcure. L'androcure c'est un bloqueur de testostérone, enfin un anti-androgène en fait. Il semblerait, évidemment c'est encore pas prouvé à 100%, mais il semblerait en tout cas que cet androcure qui est beaucoup prescrit en fait, provoque des méningiomes. Alors, les méningiomes c'est que des tumeurs bénignes, mais elles se trouvent quand même un petit peu dans la boîte crânienne, ce qui est problématique. Il semblerait qu'en tout cas ce traitement favorise ce genre de désagrément, qu'il faut évidemment opérer quand même, parce que je vous apprends rien en vous disant que si le cerveau est comprimé, c'est pas ouf. Pour ce qu'on a dans notre tête, ça pose certains menus problèmes, et c'est vrai que l'androcure aujourd'hui fait beaucoup parler de lui. Il y a quand même quelques précautions à prendre avec tous ces traitements, et comme je le répète par rapport à ma vidéo précédente, il est nécessaire de se faire suivre par un endocrinologue et d'avoir régulièrement des examens médicaux pour vérifier que tout se passe bien en nous. Tous ces traitements, c'est bien joli, j'en parle. Il faut savoir aussi que ils ne sont pas toujours prescrits et certaines choses sont peut-être jamais prescrites. Comme je disais précédemment dans ma vidéo, il est important de faire la part des choses et de se dire ok, on va prescrire ça parce que c'est bénéfique, on va pas prescrire ça parce qu'en fait ça va être beaucoup plus néfaste que bénéfique. Moi par exemple, je n'ai pas le droit aux œstrogènes en version comprimée. Il existe la version en comprimé, moi je ne peux pas parce que j'ai déjà fait une thrombose il y a 5 ans. Et en fait, le comprimé augmente beaucoup trop ce risque de refaire une thrombose. Ce qui fait que, voilà, moi j'ai dû passer au gel, comme je disais dans ma vidéo précédente, aussi au patch, qui sont beaucoup moins à risque, pour moi en tout cas. Ça n'empêche pas que je suis toujours à risque, mais du coup, comme je disais de nouveau, il faut surveiller tout ça. Et du coup, moi, mine de rien, je fais des prises de sang au moins tous les 3 mois, si c'est pas tous les mois, et je fais d'autres examens médicaux réguliers. C'est 2-3 petites choses auxquelles il faut faire évidemment attention. Donc ne mentez pas. Si vous avez déjà eu des soucis de santé, ne mentez pas, parce que vous pouvez mettre votre vie en danger en fait. Typiquement, si tu as déjà eu un cancer de la prostate, du sein, de l'endomètre, ou qu'on soupçonne que tu as un de ces cancers, ou que tu as des problèmes vasculaires, comme moi, tout ça en fait c'est des possibilités pour qu'on vous refuse en fait ce traitement hormonal, parce que il risque en fait de redéclencher certains cancers ou de faire revenir certains problèmes que vous avez peut-être pu éradiquer précédemment.
Pour cette seconde partie de vidéo, je vais revenir sur la durée du traitement. Et ça va être difficile, enfin je vais pas pouvoir répondre juste avec une phrase parce qu'en fait ça va dépendre de beaucoup de choses. Premièrement, une personne en transition ne va pas forcément prendre un traitement hormonal. Donc là, c'est rapide. La durée du traitement, il n'y en a pas, il n'y a pas de traitement. Il arrive aussi que des personnes en transition décident que à un tel moment, en fait, elles n'ont plus envie de prendre ce traitement hormonal et elles peuvent s'arrêter à tout moment. Quand tu arrêtes ce traitement-là, eh bien, le corps va revenir un peu à ce qu'il était à l'origine. Évidemment, il ne va pas revenir vraiment comme il était au début, parce que du coup, il y a eu beaucoup de changements. En fait, plus le traitement va durer longtemps et plus les changements vont revenir difficilement. Et il y a les personnes qui décident de prendre le traitement hormonal à vie. De nouveau, à vie, ça ne veut pas toujours dire jusqu'au bout, parce que typiquement, un anti-androgène, pour moi le Lucrin, si vous avez suivi ma vidéo précédente, il va s'arrêter au moment où je vais faire ma vagine en plastique, parce que j'aurai plus les gonades qui seront là en fait pour produire la testostérone, donc j'aurai plus besoin de bloquer la fabrication de cette testostérone. Le corps humain de toute façon va continuer à en produire en faible dose, parce que comme je l'expliquais aussi dans ma vidéo précédente, les femmes produisent la testostérone de base aussi en beaucoup plus petite dose, mais du coup il y a plusieurs glandes dans le corps qui produisent cette testostérone, comme par exemple les surrénales. Évidemment, elles n'en créent pas assez en fait pour avoir besoin encore de bloquer cette production. En revanche, pour ma part en tout cas, parce que je sais que l'œstrogène, je vais continuer à en prendre jusqu'à la fin de ma vie. Effectivement, ça c'est quelque chose que je vais continuer dans le temps à prendre. Du coup, à partir du moment où on a trouvé la bonne quantité d'œstrogène à fournir pour que le corps tourne bien, en fait finalement tu vas vivre avec ça pour pallier en fait ce qui te manque dans la production, en l'occurrence pour ma part, de testostérone. Voilà. La testostérone définitivement est remplacée par l'œstrogène. Si je décide de continuer l'œstrogène jusqu'à la fin, c'est parce que j'en produirai jamais, à moins de me faire greffer tout un utérus avec les trompes de Fallope et les ovaires, tout ça, je verrai sûrement pas ça de mon vivant. Mais peut-être que à ce moment-là, peut-être que les femmes trans pourront produire d'elles-mêmes des oestrogènes, mais je pense que pour le moment ça relève plus de la science-fiction qu'autre chose, voilà. En tout cas, je ne passerai pas par là, je pense, parce que bon, faut quand même pas oublier qu'à chaque fois, les opérations c'est quand même pénible et faut s'en remettre. À quelle vitesse le corps change à partir du moment où on prend un traitement hormonal? Eh bien, c'est long, c'est très long. Je vais vous mettre, peut-être en grand, là, comme ça, à la place de ma tête, un schéma que j'ai récupéré du CHUV. Moi, j'ai redessiné et je l'ai fait un peu plus joli, parce que du coup, le leur était un petit peu mochouille. Mais du coup, sur ce schéma que vous retrouvez à l'écran, comme vous pouvez observer sur ce schéma, tout en haut, vous avez le suivi endocrinologue dans la première flèche. C'est le suivi tout au long de votre vie, en fait, de votre traitement hormonal. Ici, du coup, je parle du traitement hormonal féminisant, on est d'accord, même si certainement que pour le traitement hormonal masculinisant, c'est à peu près la même chose. Il y a quand même 2-3 différences, étant donné que le traitement hormonal masculinisant, t'as pas la poitrine qui se développe, par exemple. Mais là, comme vous pouvez voir, après 3 mois, nous avons la répartition des graisses qui commence, une peau qui s'affine, une baisse de libido et une baisse des érections. Après 6 mois, une augmentation du volume de la poitrine, une diminution du volume des testicules. Après 12 mois, une diminution de la pilosité. Et après 24 à 36 mois, on commence à voir les effets maximum de ce traitement hormonal. Évidemment, c'est pas si précis que ça et c'est un petit peu du cas par cas. De manière générale, on peut observer tous ces changements, mais évidemment la répartition des graisses, ça ne met pas 3 mois. C'est après 3 mois que ça commence et ça dure à peu près 6 ans afin que les graisses aient migré là où elles doivent finalement aller. Étant donné qu'un homme et une femme ne gardent pas la graisse au même endroit dans le corps.
La peau qui s'affine, effectivement, après 3 mois, ça commence à bouger. J'ai vu une vague différence avec ma peau, mais c'est pas non plus flagrant, à souhait. La baisse de libido, bah, je sais pas. Les érections, clairement, ça, c'est mort. Après, pour l'augmentation du volume de la poitrine, bah oui, effectivement, moi j'ai commencé à sentir des effets après 3 mois. Je sais que c'est très variable aussi. Normalement, pour la poitrine, après 2 ans, on a atteint l'effet maximal et du coup, elle se développera pas plus. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on peut demander à faire une mammoplastie, pas avant. La pilosité, alors honnêtement, je suis à 18 mois de traitement hormonal et je suis pas sûr que ma pilosité ait beaucoup changé. Ouais, voilà. Comme vous pouvez voir aussi en bas à droite, pour vous, à gauche pour moi, il y a un petit encadré avec la voix. Théoriquement, la voix pourrait vaguement changer avec le traitement hormonal. C'est très rare, étant donné qu'en tout cas pour une THF, les cordes vocales ne peuvent pas rétrécir. Quand c'est une transition masculinisante, c'est un peu plus vrai que féminisante, parce que le truc c'est que les cordes vocales, une fois qu'elles sont faites, elles ne bougent plus en tout cas, et étant donné que les femmes ont des cordes vocales plus courtes que les hommes, une fois qu'on commence le traitement hormonal, les cordes vocales ne raccourcissent plus. Ça c'est faux. À la limite on peut faire de la logopédie pour modifier, c'est ce que je fais. Je trouve pas qu'il y ait une différence flagrante, même si je me sens un petit peu mieux avec ma voix aujourd'hui, mais c'est très difficile et je referai une vidéo exprès pour parler de la logopédie. Ouais. Et puis de nouveau sur le schéma, vous pouvez voir que oui, la graisse elle bouge. Il faut savoir que ça prend en moyenne 6 ans pour que la graisse ait migré à ces nouveaux emplacements en fait. Donc ça c'est vraiment le truc qui prend le plus de temps. Le traitement hormonal ne va pas tout faire, en tout cas tout ce qui est musculation et justement migration des graisses et autres. C'est pas magique, hein. C'est pas un traitement magique où on claque des doigts comme ça, on prend notre traitement et paf. Non, comme je disais, c'est des changements qui prennent du temps et il faut y mettre un peu du sien. C'est vrai que le traitement hormonal, on le sait, il va faire fluctuer le poids de la personne. Tantôt on va prendre un peu plus de poids, puis on va en perdre. Ça va être difficile d'être stable au niveau du poids, donc si on fait rien, il est possible de du coup vraiment prendre du poids ou vraiment en perdre. Mais souvent on en prend plus tôt qu'on en perd. Voilà. Ce qui fait que c'est aussi très important de bouger, de faire du sport, voilà, d'essayer de faire en sorte que notre corps et notre musculature évoluent aussi grâce au traitement hormonal. Parce que en fait ça se complète. C'est pas, comme je dis, le traitement hormonal il n'est pas magique et c'est pas lui qui va faire que tout change du jour au lendemain. J'en ai vaguement parlé aussi dans ma vidéo précédente, d'ailleurs il y a une liste de prix dessous, je la remettrai sous celle-ci. Combien ça coûte un traitement hormonal sur une année? À savoir qu'en 2022, j'ai pas fait une année de traitement hormonal, j'ai fait 8 mois, étant donné que j'ai commencé le 28 avril. Du 28 avril du coup jusqu'au 31 décembre, si je ne prends que les traitements hormonaux, j'en ai eu pour à peu près 6000 francs de traitement. Voilà, ça comprend le gel, les patchs, les prises de sang et les injections. Ouais, c'est tout. C'est tout ce que ça comprend. Après, si on parle encore des visites chez le psychiatre, chez la psy, les visites médicales, les examens médicaux différents. Typiquement, l'année passée, j'ai fait 2 densitométries osseuses, une de référence juste avant de commencer mon traitement hormonal et une à 6 mois. Et bien, une densitométrie, c'est 800 francs. Voilà. Et c'est un examen qui dure 20 minutes, 15 minutes. Qui dure pas très long. Voilà. Donc, c'est quand même des montants qui sont conséquents. C'est vrai que je trouve important aussi d'en parler. Mais je ferai peut-être une vidéo un peu plus consacrée aux coûts généraux. Peut-être l'année prochaine, quand j'aurai aussi fait ma vaginoplastie, ma mammoplastie, enfin tout ça. Parce que c'est des coûts qui rentreront forcément là-dedans et je trouve peut-être intéressant d'en parler. Donc redites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus.
Et je crois que je suis arrivé au bout, après ces 2 vidéos, du traitement hormonal, en tout cas, de tout ce qui est traitement hormonal féminisant. Évidemment, si vous avez des questions, je reste là pour vous répondre. Il ne faut pas hésiter à les mettre en commentaire aussi sous les vidéos ou me contacter sur Instagram que vous trouvez ici ou là, je sais pas. Je verrai où je le place. Et puis voilà, je tiens encore à vous remercier tous et toutes pour la réception de mes vidéos. Je sais qu'elles sont pas parfaites, je sais qu'il y a plein de défauts. J'essaye de faire toujours mieux. Après, le truc c'est que je suis pas toujours... Disons que l'informatique et la technologie, c'est pas tellement mon fort. Voilà, j'essaye de faire toujours au mieux. En tout cas, merci du fond du cœur de votre soutien. Et pour toutes les personnes qui sont toujours là après ces presque 2 ans de traitement, c'est fou. Voilà, je vais vous laisser là. De nouveau, si vous avez des questions plus particulières au niveau de votre transition, si vous en faites une, ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant, un psy ou un psychiatre, psychologue ou psychiatre, un endocrinologue, et voilà, de nouveau, je ne suis pas médecin, je n'ai pas la science infuse, et tout ce que j'ai dit dans cette vidéo ou dans la précédente, et dans toutes les précédentes en fait, il y a beaucoup de choses qui sont sujettes à peut-être évoluer avec le temps. Il y aura peut-être des nouveaux traitements, il y aura peut-être une nouvelle façon de faire au niveau de l'administration, tout ça. Toutes ces vidéos, elles sont vraies à un instant T, mais peut-être que dans une année, ou dans 5, ou dans 10, tout ce que je dis là, ça vaudra plus rien. Enfin voilà, mais on n'y est pas encore, et en attendant, moi je vous dis à bientôt, et merci encore d'être resté jusqu'au bout. Allez, à plus!